Is everybody in? Everybody in, within sight? In? Il y a des gens qui courent pour se sauver, par exemple. Il y a une couple de nos membres qui, John et Dean, voulaient rapporter des informations sur le tourisme. Donc, sur la communauté de Dean, ils ont une conversation à l'hôtel et il y a un ratio d'employés de 98 des Premières Nations. Kakadu, qui est au milieu d'un territoire du Nord, qui est assez... Ils ont à peu près 1 d'emplois autochtones, employés autochtones dans leur complexe touristique. Donc, ils sont intéressés par ce qui se passe. Il y a des travails que les Autochtones n'aiment pas. L'idée de courir après les touristes n'est pas peut-être une des opportunités d'emploi qui les recherchent le plus. Et maintenant, il y a le 7e axe et le 2e axe méthodologique qui livre des résultats concrets sur le terrain. Une vidéo communautaire aussi. Nous avons l'idée d'un élément de boîte de photos, mais la plupart de notre travail se passe avec les vidéos communautaires. Et les facilitateurs d'AXE jusqu'à dernièrement étaient Evodia Silva Lavera de l'Université de Veracruz, Claudia Mitchell à l'Université McGill, qui demeure engagée. Mais elle n'a pas pu venir cette fois-ci. Elle a envoyé ses remords. Elle a dû s'occuper de son mari pour des raisons de santé. Et Dale Hardy de Dartmouth qui ne pouvait pas être ici non plus. Au lieu de laisser Evodia toute seule pour le faire ici, même si Claudia a eu des bons commentaires via des courriels, Steven, comme notre étudiant en postdoctorat et un expert en vidéo communautaire, devrait se joindre à elle. Donc, on a 3 ou 4 facilitateurs d'AXE. Ça va dépendre de leur niveau d'activité. Muy bien, buenas tardes. Bon après-midi. C'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous dans cette enceinte à cette heure précise après avoir vu ce projet commencer. Et donc, c'est formidable de voir à quel point ce projet a évolué pour nous mener jusqu'ici. De voir également quel est le potentiel qui est devant nous. À l'heure actuelle, je pense qu'on a beaucoup de possibilités de pouvoir rendre plus concrètes plusieurs initiatives très valables pour tous. Comme Colin l'a déjà dit, l'axe 7 parle de la participation et l'utilisation de moyens visuels.
par exemple, une méthodologie afin de pouvoir établir, jeter des ponts entre des gens de différence, disons, ou même des gens qui représentent plusieurs cultures, et même de jeter de ponts entre des gens de même culture, de même organisation, etc. Je pense qu'il était important de soulever plusieurs points qui ont fait l'objet des discussions. Il y a ce rôle de recherche en ce qui a trait au restant de la société, c'est-à-dire les personnes qui ne font pas partie de cet environnement, où l'on peut débattre d'idées, où l'on peut émettre des théories, où l'on peut produire des connaissances qui, théoriquement, devraient être utiles pour informer les sociétés afin qu'elles puissent prendre de meilleures décisions et qu'elles puissent s'organiser différemment. Ce n'est pas si récent que ça, mais disons, durant ces dernières décennies, dans notre ère moderne, disons, il y a un nouveau mouvement progressiste au sein même de l'académie. C'est un mouvement pour la transformation des activités de recherche. Et cela en réponse à un système de production de connaissances, qui génère des connaissances, un système qui crée des inégalités et qui est très hiérarchique, trop hiérarchique. De façon fondamentale, il y a une dichotomie existante entre les différents éléments de recherche. Et cette dichotomie s'enracine dans la vision occidentale de la science et de la connaissance, là où il y a des spécialistes, des professionnels, enfin, tous les gens qui ont réponse à tout, ceux qui sont censés répondre aux problèmes. Et donc, la parole écrite devient la principale façon de valoriser la connaissance, de présenter les connaissances. De là, l'éducation institutionnalisée. Il faut participer à des salons, il faut aller à des cours universitaires pour apprendre, approfondir des thèmes. De l'autre côté, on a, dans un modèle d'apprentissage qui vise la production de connaissances, il y a ceux qui ne font pas partie de l'éducation institutionnalisée. Ceux qui ne se spécialisent pas comme les autres sont considérés comme des ignorants, sont considérés comme des gens ignorants. Donc, on a aussi la tradition orale qui appartient à d'autres cultures, où la manière d'apprendre les choses, ce n'est pas d'aller dans les salons du savoir, dans les salles de cours, mais on apprend dans des environnements où l'on raconte des contes, des histoires. Il y a l'éducation narrative par voie de danse, de chant, de métaphores, on enseigne. Par des peintures, on peut enseigner. Et c'est ainsi que d'autres cultures témoignent d'un registre solide qui va être transmis aux nouvelles générations. Et donc, on va ainsi enseigner sur différentes caractéristiques, différentes composantes de la vie. Alors, c'est une question de génération, de transmission et d'éducation. Et cela a lieu dans des environnements familiaux. Les unités familiales, c'est central dans ce modèle. Les communautés, les champs, les familles, c'est là où l'on apprend. Et le monde en soi devient une salle de cours où l'on apprend. Les rues, les forêts, tout ça, c'est là où l'on apprend. Bon. Nous nous retrouvons donc dans un moment crucial où nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puisqu'on se trouve dans un paradigme qui exclut d'autres façons de comprendre la société, la culture et la nature. On oublie le lien qui unit ces réalités. On fait face à une crise socio-écologique sans précédent. Je ne sais pas ce qu'il en est des 5 ou 10 dernières années, mais dernièrement, en tout cas, on entend de plus en plus parler de la vision anthropocentriste. Et dans les courants du Sud, on dit que ce n'est pas une
une sorte d'anthropomorphisme, une vision centrée sur l'être humain. Mais non, la vision est plus holistique. La façon de comprendre le monde et les sociétés doit être holistique. Mais on parle maintenant du modèle capitalocène. Il y a l'anthropocène, le capitalocène, et je ne sais pas si vous savez comment on peut mesurer notre impact sur la Terre. Ecological footprint en anglais, l'empreinte écologique, c'est comme ça qu'on peut mesurer notre impact sur la Terre. Quelles traces on laisse sur notre passage? Selon plusieurs traditions, donc, on doit veiller à sauvegarder les ressources. Le problème, c'est qu'on est en train d'aménuiser les ressources dont nous disposons. On va bien au-delà des capacités de notre terre, la mer, et donc ces ressources ne sont plus renouvelables. Le 6 août dernier, c'était une journée où toutes les ressources disponibles s'étaient amenuisées en vue du restant de l'année. C'est-à-dire que le moment de l'année où les ressources s'épuisent, où l'on gaspille plus que ce que l'on peut récupérer en termes de ressources, c'est le 6 août maintenant. Ça se raccourcit toujours. Alors, on se pose la question, comment est-ce que nous créons les contacts entre chercheurs, les relations entre chercheurs, entre représentants des Autochtones au niveau local? Comment on entre en relation? Eh bien, on doit avoir une transformation très importante. Il faut savoir comment on comprend la création de connaissances. Eu égard à la société, il faut savoir comment on génère la connaissance. Je vais parler de 3 citations ici. Je ne vais pas trop parler, et donc je vais me limiter. Et je vais vous lire, vous expliquer rapidement ce qui suit. Et c'est juste pour pouvoir réfléchir davantage sur les points suivants. L'appui pour le développement est lié au pouvoir de l'argent. Et ce pouvoir de l'argent est identifié au droit à l'intervention. Cette intervention, eh bien, il existe dans plusieurs pays et ce sont les populations locales, non, qui en font les frais. Et donc, on a besoin d'un sens dans tout ça. La question éthique, c'est quels sont les préceptes qui sont sous-entendus dans ce précepte. Les intellectuels, et c'est la deuxième phrase ici, vous le voyez en anglais, « Intellectuals should not condemn », ne devraient pas condamner leurs ennemis. Les intellectuels ne devraient pas condamner leurs ennemis. Ils doivent être la conscience critique du groupe, de façon constante. Maintenant, la lecture du monde, troisième point. Il faut lire le monde avant de lire le mot. Lire le mot implique qu'il faut continuellement lire le monde. Cela a trait aux interrelations, les liens entre le monde littéraire, entre l'oralité, entre la tradition littéraire et la tradition orale. Et maintenant, il faut vous présenter maintenant les différents types d'échanges que vous connaissez déjà entre vous pour vos différents projets. Et ça, c'est très valable, ces échanges. Il y a le concept de dialogue en termes de connaissances, dialogue de savoir. Il y a la tradition latino-américaine de la recherche action participative. Donc, plusieurs auteurs participent. Notre processus actuel fait en sorte qu'on ne pourra peut-être pas satisfaire nos objectifs dans les prochaines décennies, mais il faut que la pensée émanant de la recherche soit décolonisée. Il faut sortir des anciens modèles colonisateurs. Et voilà, donc il y a l'application des différentes formes de pensée. Et derrière tout ça, on retrouve plusieurs considérations. Il y a là tous ces exemples pratiques. Comment peut-on réaliser ces idées, les mettre en œuvre? Il y a l'importance de tenir un registre eu égard à ce qui est en train d'arriver dans une région déterminée en termes de ressources. Il faut développer des méthodologies visuelles pour pouvoir socialiser l'information et la connaissance. C'est-à-dire que nous devons
assumer notre responsabilité éthique, politique, relativement à notre génération et en vue des futures générations également. Et maintenant, pour donner la parole à Stephen, voici quelques idées plus pratiques pour savoir qu'est-ce qui émane de positif, ce que vous avez déjà connu par les différents exemples que l'on a vus, les vidéos que nous avons visionnées, par exemple. Et c'est plus... les méthodologies visuelles sont un mécanisme plus rapide pour faire le dialogue, pour créer une conversation de façon très efficace et rapide. On peut, sans intermédiaire, transmettre une idée. On peut transmettre des croyances, des sentiments, des histoires, des stratégies. On peut parler d'attentes et d'expériences visuellement grâce au cinéma. Et cela suit les idées du projet Cicada. Ces méthodologies peuvent être utilisées à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises, sans limite, dans différents types de projets. Plus spécifiquement, donc, j'aimerais souligner que vous pouvez contribuer de façon très puissante à l'action politique dans ces différentes manifestations. Qui veut parler? Merci, Evodia. Et encore une fois, je veux remercier la Première Nation Huron-Wendat de nous avoir accueillis à ce merveilleux endroit. Comme Colin l'avait noté, comme étudiant postdoctoral, j'ai eu la chance de faire ce travail, de mener des ateliers de vidéo participatifs dans nos communautés partenaires. Donc, je vais ici la vidéo participatoire comme moteur de développement communautaire. Voici des projets que j'ai pu faire. En haut, il y a les gens de Panama. Au milieu, il y a Guatemala, nos partenaires à Ferdami, à San Miguel de l'Estacan, et en bas, il y a des gens de l'Argentine. Le travail que je faisais à la communauté de Jorge Nawas et deux communautés dans les champs de fracturation. Et des ateliers de vidéo en avril. Et nous allons présenter quelques œuvres ce soir. Donc, quand on parle du pouvoir de développement de vidéo, je ne veux pas répéter les beaux points soulevés par le pouvoir de l'objectif. Le beau projet présenté hier soir. Quand je parle de développement, j'en parle dans un sens critique et je nous encouragerai de considérer le développement comme dans un sens déconstructif. Et les gens d'Escobar ont nous aidé à déconstruire il y a des prétentions à la vérité où le Sud subit la domination du Nord. Comme Justin l'a mentionné, l'appropriation se masque en conservation. La conservation devient la conservation du territoire pour le retirer des peuples indigènes et non pour les populations indigènes. Voici la notion d'Escobar où il parle de développement. Il dit l'exclusion la plus importante pourtant et continue à être ce que le développement devrait être au fond. Les gens, le développement devrait être quelque chose qui descend du haut en bas, ethnocentrique et technocrate, approche qui traite les gens et les cultures comme des concepts abstraits, des chiffres statistiques et de se déplacer dans les tableaux du soi-disant progrès.
développement a été conçu comme un processus culturel. C'est une variable résiduelle qui pourrait disparaître avec l'avance de la modernisation, mais au lieu, c'est un système plus ou moins universel avec des interventions, avec l'intention de livrer des marchandises vraiment à une population ciblée. Et il y a une force qui détruit des cultures de tiers-monde au monde de l'intérêt du peuple. Et il y a une question qu'on peut poser. Voici une question posée par Brian Tom, mais c'est à peu près la même chose. C'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser ou comment est-ce qu'on peut utiliser la vidéo comme outil pour aider dans leur lutte pour la défense du territoire, la façon de vivre, la culture, la langue, la souveraineté alimentaire, dans leur lutte continuelle reliée à la reconnaissance des droits, l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale et le régime foncier. Je vais vous donner des exemples de ce qu'on a fait dans une région de Panama qui s'intercoupe avec ces thèmes de façon très intéressante, et ce sera le point concernant la grande application qu'on montre pour établir les intersections. La vidéo n'est pas juste un supplément, mais c'est vraiment un mécanisme de soutien critique à la recherche faite dans les autres axes, dans un sens très tangible pour lubrifier les engrenages. Et les documents ont beaucoup de niveaux aussi. Au niveau le plus urgent, ça peut documenter des pratiques sécuritaires de la police pendant les manifestations. C'est utilisé pour exposer les effets des forces destructives et des projets d'extraction et des pratiques que la communauté peut confronter. C'est un outil d'éducation par travers les communautés pour partager les informations importantes sur les enjeux qui affrontent les communautés. Et on va en parler dans un instant aussi, documenter et partager les témoignages des aînés, des pratiques traditionnelles, l'histoire communautaire, les projets de vie, les histoires de lutte passée pour l'intégrité territoriale, les gestes des mouvements de résistance contre les forces nuisibles ou destructives et les pratiques. C'est là où la vidéo, c'est très intéressant, surtout à combiner avec la cartographie des cartes interactives. On peut voir l'histoire du témoignage de quelqu'un, leur mythologie, leurs histoires, leurs expériences. Donc, au Canada, nous avons vu de belles expressions de ces capacités dernièrement avec quelque chose que CICADA n'est pas impliqué, mais il y a la barricade d'Unistoten dans le nord de la Colombie-Britannique. C'est à peu près au milieu sur la côte. Et le clan Unistoten, la Première Nation, Wet'suwet'en, à Bloc 3 pipeline. Et il y a le Enbridge, les deux pipelines de Enbridge, un qui apporte un gaz naturel condensé de la côte de Kitimat jusqu'à la raffinerie au nord-est d'Edmonton pour raffiner les sables bitumineux et pour aller à l'ouest vers Kitimat. Ça, c'est un des trois pipelines qui barricadent. Ils font ça depuis 2009 et Vidéo est un bon outil pour augmenter, encourager la résistance. Et ça, c'est une des vidéos Al Jazeera qui recommande AJ+. C'est une belle utilisation de la vidéo. Dans une certaine instance, la police, le GRC utilisait Smithers PC et la vidéo est devenue virale. Et je ne veux pas faire de spéculation. Ça aurait peut-être fait partie de la réponse qui a été donnée, peut-être a fait partie de la décision de la GRC de ne pas entrer dans le camp à ce moment-là. C'est peut-être à cause de la vidéo. Je vais parler du travail qu'on a fait. C'est un travail dans la région de Uraca, du Panama. C'est adjacent à l'est de Kwakanaboublé. Celestino vient de là. On peut voir Ikamarka là. Et je veux remercier Daviken pour ces deux diapos. Uraca est une région originalement planifiée pour faire partie de Kumarka. C'était exclu dans les négociations parce que là, on appelle ça une ADIA annexa, mais ils n'ont pas les mêmes protections juridiques de l'extraction de ressources et d'autres formes d'incuration territoriale. Alors, on a une population très vulnérable, 30 communautés à travers 240 km², des milliers de personnes
et beaucoup du territoire. Voici les concessions Uraka, voici Uraka et les concessions minières sur Uraka. On voit aussi le parc national Santa Fe. Et c'est presque exclusivement des concessions pour l'extraction de ressources. Et la préoccupation maintenant, c'est pas seulement l'extraction de ressources hydro, mais une route qui est construite maintenant, une route majeure qui est bâtie, qui traverse les montagnes à la côte atlantique. Ça devrait être complété dans les prochaines années, je comprends bien. Un autre plan à côté de la mer des Caraïbes, et ça va ouvrir le territoire pour les spéculateurs, l'extraction de ressources et tous les dangers à leur territoire. Et ils n'ont pas la reconnaissance légale. Et on travaille avec les vidéos dans le sens un outil de décolonisation pour contrer ce que j'appelle, et vous pouvez utiliser le terme que vous voulez, violence psychologique, invasion psychologique, guerre psychologique. Ce que j'ai entendu souvent dans les Uraka, c'est les gens disent à l'époque, on se confrontait à la guerre d'armes. Et aujourd'hui, c'est une guerre psychologique. Et encore une fois, on retourne à Escobar. Les narratifs sont toujours immersés dans l'histoire. Ils ne sont jamais innocents. On peut peut-être défaire le développement et dire adieu au tiers-monde. On va dépendre à l'invention de nouveaux narratifs, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très clair à travers la discussion avec nos partenaires à Uraka. Comme on a dit, les membres de la population ont de plusieurs façons interné des discours dominants de la pauvreté, du succès et de la défaillance. Et les croyants défaillants et des sujets qui doivent essayer de s'industrialiser et s'occidentaliser et qui sont supposément supérieurs dans leurs valeurs de consommation et d'individualisme et de capitalisme. Ici, on a le temps. J'ai une vidéo d'une entrevue que je fais avec la secrétaire du Congrès dans la région Uraka. On a parlé beaucoup de vidéos, d'utilisation de vidéos pour contrecarrer la violence symbolique. Et j'ai coupé ça à 10 minutes et après ça, si vous voulez en parler, on peut en parler. Mais dans tous les cas, c'était Mauricio Machado, un jeune homme très bien articulé qui, ça peut être un grand défi pour les gens de cette communauté pour apprécier la grosse richesse qu'ils ont déjà sous forme de biodiversité et la richesse qu'ils ont et la qualité de vie qu'ils ont actuellement. Et on a décidé de comment la vidéo peut être utilisée pour renforcer ça et contrecarrer ce complexe d'infériorité très toxique qui peut seulement accélérer la perte de territoire, de qualité de vie et l'identité nobé-boublé. Et comment est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, la langue. Comme Mauricio dit, il n'y a pas de curriculum bablaire dans les écoles. Il n'y a pas de façon d'apprendre. C'est des langues orales. Alors, les vidéos, c'est un médium idéal pour enseigner la langue. Et la langue, c'est pas juste une façon de communiquer la réalité, mais un descripteur de la réalité, mais c'est des systèmes de valeurs, des façons de voir et des façons d'être dans le monde. Et ça devient une question critique pour reconnecter les jeunes à leur vision cosmique et la vision d'où ils viennent. Et le programme de langage dans les écoles. Et Mauricio vient d'un système éducationnel. Il a enseigné, il a décidé de ne pas enseigner et d'être secrétaire du Congrès pour pouvoir mettre de l'avant ses rêves de manière plus large. Alors, il rêve d'utiliser la vidéo comme moyen d'enseigner la langue, comme moyen de ressusciter la fierté et identité des peuples autochtones. Et une autre idée, un projet coopératif, et David Ken n'a pas parlé de ça dans son présentation aujourd'hui, mais c'est un projet où les membres de la communauté travaillent ensemble pour créer l'histoire qu'ils aimeraient investiguer. Et les équipes vont aller de communauté en communauté pour interviewer les aînés sur les questions qu'ils veulent documenter. Et on espère que les ressources vont inclure une composante dans le rêve de Mauricio,
une espèce de fierté d'où ils viennent. Et Bolivia et d'autres leaders en Bolivie ils viennent d'un mouvement dans les années 90. Et avant ça, de vraiment raconter l'histoire, utiliser leur propre catégorie et pour contrecarrer la version colonialiste de ce que c'est d'être une personne des Premières Nations. Et l'histoire l'histoire collaborative, c'est quelque chose qui peut intersecter avec la vidéo comme moyen de renouveler la fierté, et aussi il voit ça comme une composante critique d'un plus gros projet, un projet politique d'organiser pour avoir titre sur leur territoire. Et c'est là où tout ça survient. Alors, quand on peut faire ces ateliers, ça fonctionnerait de trois niveaux. Premièrement, une formation tactique, et deuxièmement, ils seraient introduits à leur histoire, et certains ne le connaissent pas. Et Mauricio a parlé d'apprendre ces détails des aînés de sa communauté et à quel point ça l'inspire à continuer à faire ce travail. Si on a le temps de voir la vidéo et de voir ce qu'il dit là-dessus, et au niveau final, une orientation politique, une formation politique, et l'idée, c'est d'inspirer les jeunes avec la technologie pour qu'ils puissent s'impliquer, être actifs et s'organiser pour défendre ce qui est à eux. Et bientôt, ça ne le sera plus si les routes arrivent et s'ils ne sont pas reconnus par l'État panamanien. Et ils ne le sont pas. Présentement, ils n'ont pas de titre sur le territoire. Et voici des images de l'année dernière de week-end qui montrent une réunion à Plaita dans la réunion communautaire. Ça, c'est où on a commencé à discuter de l'utilisation de la caméra. Il y a aussi des formations sur l'utilisation de la caméra. Et Rosa Santaner, de l'année dernière, ça, c'est son fils, Rosario Oriola, qui est très actif dans le Congrès, très intelligent, très articulé. Le voici qui interviewe sa mère. Et derrière lui, c'est Mauricio et la vidéo. On a une vidéo, un entretien avec lui. C'est ce que j'ai à dire sur l'utilisation de vidéo comme une arme pour décoloniser, pour contrecarrer la colonisation. Et c'est des projets que vous faites déjà à la préoccupation de votre axe de recherche. Alors, s'il y a du temps, c'est 10 minutes, mais je vais le mettre à l'écran pour que... Je sais qu'on est en retard, je sais que c'est pas le plan, mais si vous voulez avoir un clip de 10 minutes de Mauricio, et il parle de vidéo, il parle des problèmes que sa communauté, auxquels on sont confrontés sa communauté, ils utilisent la vidéo. Ils ont une caméra l'année dernière, ils sont formés sur l'utilisation de caméra, et pour vous donner une idée de ce qu'ils font, ils filment leur congrès. Mais ils n'ont pas de moyens de projeter ça. Il n'y avait pas d'électricité dans ces communautés. Et ça fait 10 minutes que tu en parles, mais bon, j'ai pas mis ça dans la vidéo. Ils vont dans les communautés qui montrent les réunions à l'écran, et pour que les gens... parce que je lui ai donné un projecteur il y a quelques mois. Et on a maintenant une caméra et un projecteur, et la phase 3, ce serait un ordinateur qu'on a donné à d'autres communautés pour faire du montage vidéo. Est-ce qu'on veut voir ce clip vidéo? On y va? Voulez-vous discuter de ça? Alors, Phil, si vous voulez partir la vidéo, après ça, on aura une discussion. De la provincia de Veragua, aquí en la República de Panamá, como grupo organizativo estamos respondiendo con orientar a nuestra comunidad, de levantar una estrategia comunitaria. Alors, il s'agit d'une stratégie communautaire pour orienter notre communauté au Panama sur cette situation auquel nous faisons face selon les recherches que nous sommes en train de réaliser pour que la population au Panama prenne conscience, puisse défendre son territoire. Nous avons fait face à une situation où il y a eu beaucoup de faux titres fonciers qui ont été donnés par rapport à notre territoire sur notre population. Nos populations ne connaissent pas ça, sont dans l'ignorance. Ces faux titres ont été donnés en cachette, à huis clos. Notre population n'était pas au courant. Évidemment, on savait déjà qu'il y avait ce genre de problème. Et on sait que le gouvernement a déjà entendu les demandes d'intérêt privé pour qu'on leur cède
les ressources naturelles. Il y a la création du parc national qui a surtout été un outil pour les grandes multinationales qui peuvent maintenant accumuler plus de richesses. Richesse après richesse, ils accumulent et pendant ce temps-là, les populations qui vivent dans ces parcs demeurent dans la pauvreté. Et ces populations ne peuvent pas aller chercher les bénéfices qui viendraient autrement des ressources vendues. Et donc, notre territoire, notre région se trouve en situation d'urgence. On fait appel à toutes les populations. On fait appel au monde entier. Nous devons être aidés car nous défendons non seulement nos ressources naturelles, mais l'environnement aussi. Le climat de notre planète est menacé à cause du manque de justice. Il n'y a pas d'humanité dans ces pratiques malhonnêtes. Alors, nous avons lutté contre ces pratiques malhonnêtes, mais le gouvernement ne comprend pas. Le gouvernement ne comprend pas que la population ici ne lutte pas pour s'enrichir économiquement, mais notre richesse, en fait, c'est important pour nous de conserver notre biodiversité, les ressources naturelles, mais c'est notre vision cosmique, notre façon de vivre. Nous vivons en harmonie, toujours bien sûr, avec notre mère, la Terre. C'est notre plus grande ressource, notre plus grande richesse. Et c'est ça notre richesse, cette vision holistique, et nous luttons pour elle. Aujourd'hui, cependant, on voit que toutes nos richesses ici, nous pensons qu'elles nous appartiennent. Aujourd'hui, elles sont menacées à cause de cette situation. Historiquement, notre population autochtone a souffert durant la conquête, durant la colonisation, a souffert parce qu'il y a eu des guerres. On a mis à feu et à sang la région. Mais la guerre, aujourd'hui, se continue autrement. C'est une guerre psychologique. Il n'y a plus d'armes peut-être, mais c'est psychologique comme guerre contre les populations qui sont les nôtres. Parce que le gouvernement, par l'éducation, essaie de changer la mentalité de nos peuples autochtones. L'économie, l'accumulation des richesses, c'est là les instruments, dit-on officiellement, pour sortir de la pauvreté. C'est ce qu'on essaie de nous vendre. D'autres situations que l'on connaît dans notre territoire, c'est qu'il y a eu plusieurs programmes envahissants qui essaient de faire en sorte que la population ne rêve plus d'autonomie, d'avoir une autonomie sur leur territoire. Aujourd'hui, il y a des programmes de Sénapan, de bourses universelles, d'autres types de programmes qui ont été créés. Donc, le gouvernement national ne nous explique pas d'où proviennent toutes ces ressources si significatives qui, supposément, doivent bénéficier aux populations autochtones. Cependant, nous ne savons pas vraiment d'où proviennent ces fonds, soi-disant d'aide là, sur notre territoire. Il y a beaucoup de requêtes qui ont été faites portant sur le territoire. On a concédé, on a paraffé des ententes sur des ressources minérales. Il y a des méga-projets qui sont enclenchés également. Et nous pensons que toutes ces ressources qui tout à coup sont offertes, c'est une façon de camoufler. C'est un masque que porte le gouvernement pour cacher, occulter la réalité réelle, pour que nous soyons leurrés et que nous arrêtions de rêver à notre rêve, pour que nous mettions fin à nos aspirations. C'est une guerre psychologique, donc. Il y a donc ce système d'éducation. Lorsqu'on rentre à l'école, les programmes en soi nous disent que, en fait, lorsque tous les élèves obtiennent leur diplôme, ils ont une mentalité différente. Le terme de pauvreté, pour éliminer la pauvreté, ce que je veux dire, c'est que pour éliminer la pauvreté, il faudrait accumuler des richesses selon ce qui leur a été enseigné dans les écoles. Mais cette façon de penser ne cadre pas avec notre philosophie. Lorsqu'on parle de pauvreté, ils parlent des Autochtones. Autochtones égale pauvreté selon eux. Et donc, ils sont en train de changer la façon de penser d'une population. Un Autochtone, ça n'est pas la pauvreté. On fait équivaloir pauvreté avec Autochtone. La grande majorité des ressources extraites au Panama, ça vient de notre population, ça vient de nos territoires où se trouvent nos populations appauvries. Alors, les populations d'elles-mêmes autochtones ne sont pas pauvres. Elles sont pauvres parce que nous n'avons pas les ressources suffisantes, peut-être, mais nous vivons
sur la richesse la plus grande au monde, les richesses naturelles, les rivières, les forêts, les ressources les plus riches, les plus importantes qui nous servent à vivre quotidiennement. Il y a cette terminologie de découverte, ce terme de la découverte. On a dit que Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique. Cependant, lorsqu'il s'agit de la réalité historique, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a découvert que les populations autochtones étaient riches au Panama. Donc, les vrais découvreurs du continent, ce continent qui s'appelle Amérique maintenant, mais à l'époque, ça s'appelait Abya Yala. Aujourd'hui, ça s'appelle Amérique, mais c'était Abya Yala à l'époque. Ça a été découvert par les peuples autochtones, cette terre Abya Yala. C'est une réalité historique qui n'est pas reconnue dans les programmes d'éducation. On dit aux étudiants aujourd'hui, aux élèves, que Christophe Colomb a découvert cette terre, ce qu'il faut. Et c'est difficile à vivre avec cette fausse réalité. Et donc, les élèves, lorsqu'ils sortent de l'école, ils ont leur diplôme, ils terminent leurs études, et puis leur mentalité a changé. On leur a dit que les vrais découvreurs, ce sont les Espagnols et Christophe Colomb qui auraient découvert l'Amérique, ce qui n'est pas vrai. Donc, l'éducation est le programme qu'on utilise pour laver le cerveau des peuples autochtones. Le système d'éducation qui est présenté dans notre pays n'enseigne pas vraiment la vraie histoire des peuples autochtones. Ils enseignent surtout l'histoire des peuples qui n'appartiennent pas au pays. Et donc, la lutte que nous devons mener est très importante, mais très difficile, parce qu'on doit s'assurer que les peuples autochtones aient accès au vrai enseignement, la vraie histoire. Ils doivent savoir qui on est, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Une organisation qui ne connaît pas son histoire n'est pas une organisation réelle. En tant que peuple autochtone, on doit savoir d'où l'on vient, quelle est notre origine, quelle est notre histoire, qui ont été nos ancêtres, quel est le travail qui a été fait depuis des temps immémoriaux et même depuis la colonisation. Qui sommes-nous? C'est important de savoir nos origines. Si une organisation n'est pas fondée sur des antécédents historiques, ce n'est pas une vraie organisation. C'est une organisation qui est un sépulcre blanchi. Ça repose sur rien, c'est vide. Selon moi, ça n'a aucun sens. Notre organisation de la région nord de Santa Fe est structurée sur ses fondements historiques. C'est notre base, depuis l'époque de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de collaboration, la Historia Collaborativa, c'est une proposition très intéressante. Elle recèle d'ambition pour nous, en tant qu'organisation, en tant que peuple provenant de cette région. Avec clarté et efficacité, nous connaissons tous les détails. Les détails par rapport aux premiers caciques qui ont lutté pour défendre nos ressources naturelles, notre territoire. On connaît la réalité historique, les détails de la réalité historique et les ressources hydriques aussi. On connaît tous les détails là-dessus et sur la culture existant à l'époque au Panama. Donc, je pense que ce serait un apport significatif pour la population du nord de Santa Fe ici d'avoir accès à ces connaissances. J'espère que ces projets vont être approuvés ici, parce qu'on va pouvoir affirmer notre connaissance, notre histoire, notre savoir sera affirmé par rapport à notre histoire. Pour moi, ce qui a été une merveille, c'est l'entrevue des maîtres aînés. C'est une merveille pour moi parce que j'ai appris beaucoup. J'ai eu des perles de sagesse, des informations extraordinaires qui m'ont permis de savoir qui je suis, d'où je viens et pourquoi j'œuvre au sein d'une organisation. Question. Tu dois continuer à œuvrer en ce sens pour faire ce travail? Oui, bien sûr, je suis tout à fait motivé, enthousiasmé. Je veux continuer à travailler pour ce projet. Et j'espère qu'on va continuer à créer d'autres programmes, qu'on va les apporter ici. Ça a été toute une contribution pour notre organisation. Grâce à vous, grâce à votre appui, grâce à Esteban, sa contribution, il nous a guidés, il nous a permis de savoir comment utiliser la caméra, comment utiliser les équipements technologiques. C'était des outils dont on avait besoin. Grâce à tout ça, je pense qu'on a des outils maintenant. Maintenant, nous avons une tâche de plus. Nous avons d'autres objectifs et nous avons un pas de plus à franchir vers notre finalité. Nous avons donc une équipe technologique. On veut bien recevoir cela. En tant qu'organisation, notre but est de revenir vers les communautés, continuer à guider, continuer à orienter les gens dans le processus
Notre objectif, c'est de guider par rapport aux réalités de notre région pour que la population puisse se conscientiser quant aux défis qui se présentent sur notre territoire. D'abord et avant tout, l'outil que nous avons acquis actuellement, en fait, c'est un rétroprojecteur. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que ça va nous servir à faire face aux défis qui existent sur notre territoire. En quel sens? D'abord et avant tout, on peut parler de la pollution environnementale. Qu'est-ce que ça signifie que cette pollution environnementale? Qu'est-ce que ça crée, cette pollution? Il y a des projets, des méga-projets que le gouvernement prétend développer sur notre territoire. C'est quoi les conséquences, les impacts positifs ou négatifs de ces projets, méga-projets sur notre population? Alors, on a des données probantes provenant des expériences semblables dans d'autres pays, etc. Si on présente ces preuves, c'est important pour nous parce qu'alors notre peuple pourra se conscientiser par rapport à ces possibles impacts sur notre territoire. Alors, si on compte sur une cartographie, on pourrait utiliser une équipe technologique qui pourra permettre à la population de voir quels vont être les impacts en utilisant les cartes. La cartographie, ça aide beaucoup la population. La population pourra utiliser ces outils et pourra vraiment prendre une décision en sachant de quoi il en retourne lorsqu'il s'agit de la situation actuelle. Le rétroprojecteur qu'on a maintenant, ça va nous être très utile. On rêve beaucoup maintenant grâce à ça et nous pensons que nous allons réussir les objectifs que nous nous sommes proposés en vue de l'avenir. Nous voulons remercier le professeur Esteban. Merci à tous ceux qui travaillent dans le programme. Le président, je pense, Colleen, mais en fait, je veux vous remercier tous pour votre appui. Ça va nous aider beaucoup. On va générer des bénéfices. C'est très important pour nous. Bientôt, on va essayer de vous envoyer des preuves du travail que l'on est en train d'accomplir grâce à ce que l'on a pu acquérir. Merci. Oh, time for some discussion, yeah. I have a simple question, if I could ask. I had the opportunity to do some video work in communities, and where I was personally involved, the videos ended up having the production quality of a cheap horror movie. I wonder if you could put together like a kit list or something practical like that. You talked about the things that you provided for the community. You know, do we need a GoPro and a gimbal? Necesitamos un GoPro. Do we need a certain software that's open source that people can afford if they can't buy the a fancy Macintosh with a Adobe suite on it? Like, so could Cicada provide just like a good kit advice that we could build into our budgets and go and buy? I mean, I'm happy to discuss that with you afterwards if you like. I don't know if that would be of interest to everyone, but it's we do have a kit that we've been using. I've spent some time sourcing. Our budget is limited, but at around $5,000 to $6,000, we have given communities a very high quality video camera, shotgun mics, clip-on lavaliers, boom poles, a MacBook Pro. I start them on iMovie, and then I move up to Final Cut Pro 10, which is very similar to iMovie, but it's fine. I also would teach Adobe Premiere if there's interest, but it's a lot more complicated. And the quality has been very good. I mean, this evening, if you come, is Jorge here? Is Jorge? Jorge will be showing some of the videos that they did in Argentina, which they've been using to screen on public television in the region about the effects of fracking. So Jorge may show one or two of those. The quality is I mean, luckily today you don't need to spend $50,000 to get very high quality stuff. If you have bad production value, it's more that maybe they weren't taught on keeping the camera steady or but for about $5,000 or $6,000 you can do it, and that includes, I might add, a portable projector so they can screen in communities without electricity and a portable screen, and so. But I have the whole breakdown if you wanted of Kit list on the website. a kit list. Yeah. Yeah, good suggestion.
Mariela. No? Yes. Yeah, and actually, I was listening earlier to the earlier presentation on mapping with a lot of interest. It's something that's interested me for a while, and it just got me really excited to think about effectively these tools that technology gives us that can also be very, if done properly, very well adapted to Indigenous contexts. And Et si c'est fait comme il faut, et il m'apparaît que je suis nouvelle dans cet environnement, je ne suis pas sûr comment on fonctionne et je ne veux pas faire de suggestions qui ne sont pas valables, mais des outils pour faire avancer les autres axes au lieu de sujets de recherche et comment est-ce qu'on utilise, et tous les présentateurs, je pense, ont parlé de ça, comment est-ce qu'on utilise ces outils pour protéger le territoire, pour réaffirmer la connexion à la terre et tout ça. Alors, je ne sais pas si ça vous rejoint, mais il semble que vous êtes intéressé à cet outil et comment ces outils peuvent être utilisés par des acteurs communautaires s'ils peuvent faire ce travail eux-mêmes. Microphone. C'est une opinion, ici, par rapport au travail magnifique qui a été fait. J'ai dit, un de ces jours, au professeur d'American, je lui ai dit que le nom, c'est Ulicron. C'est son vrai nom. Dans la comarca, on lui a donné ce nom, Ulicron. Donc, je vous informe tous que c'est son vrai nom, maintenant. Je lui ai dit, je me suis rendu compte, grâce à toutes les tournées, les consultations qu'il y a eu auprès de plusieurs populations par rapport à cette réflexion sur les problèmes sociaux, problèmes environnementaux, culturels. Au sein de CICADA, dans le processus qui nous a amenés même jusqu'ici, je me suis rendu compte que c'est important d'avoir des problèmes. J'aimerais qu'il y ait plus de problèmes. C'est la réalité. Parce que sans un problème au nord de Santa Fe, un problème qui nous a obligés à intervenir, et puis finalement, on a dû faire les travaux techniques que Stéphane nous a présentés ici. Tout ça, c'est grâce à la présence d'un problème. Ce problème que crée le Parc national Santa Fe. ANAN, c'est l'entité nationale qui a créé ce parc. Maintenant, elle porte un nom différent. 73 000 hectares, je pense, de terre. En fait, les vrais propriétaires, c'était les Autochtones, bien sûr, à l'époque. Mais ils n'ont pas été consultés. Alors, nous avons décidé de nous immiscer, de faire des études techniques, de faire des recherches à cause du problème. Et finalement, on arrive jusqu'ici pour aller chercher davantage d'informations. Je pense que c'est une des premières étapes. Et après ça, on va marcher davantage. Alors, ce qu'on a fait comme présentation au sujet des cartes, il y avait déjà plusieurs ententes qui avaient été faites au préalable pour donner des ressources aux minières. Et également, il y avait les activités du barrage dans la région. Lorsqu'il y avait... en fait, ce thème est essentiel, le mapping, la cartographie. C'est très important pour nous parce que il nous oblige d'habitude à penser avec les pensées des autres, à marcher dans l'ombre des autres. Mais maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a d'autres cartographies. Il existe plusieurs cartes, des cartes qui ont été numérisées. Mais ce pas des cartes qui ont été créées grâce à la consultation auprès des peuples, grâce au savoir des peuples autochtones. Je pense que ce que l'on fait,
grâce à la collaboration de Cicada, c'est très intéressant. Au niveau technique, par exemple, cette cartographie est intéressante. Matteo également, son travail qu'il a fait dans la région, il a fait un super travail là-dessus. Donc, en disant ça, je veux vous dire qu'on a pu cheminer jusqu'ici. Il y avait une compréhension erronée au départ, un concept absurde, celui de devoir accepter les choses comme d'autres les avaient faites, de penser comme eux. Mais maintenant, cela doit prendre fin. Alors, on nous a dit que c'était pire que les animaux. Mais pourtant, il y a un animal ici qui s'appelle le castor. Alors, il nous donne une très bonne leçon. Et de cette façon-là, on nous regarde. C'est-à-dire que il y a plan capitaliste que défendent les entrepreneurs, mais ils nous voient comme le castor. Les capitalistes nous voient comme un castor. Le castor est un animal qui fait son propre barrage et personne n'aide le castor. Il sait, le castor, quoi faire. Il fait son barrage, il sait que c'est sa propriété, il s'arrête là. Mais il n'y a eu aucun congrès qui a défini ça comme sa limite et qu'il faut respecter le barrage du castor. Comme il n'y a aucun contrat international, aucune convention qui dit qu'il faut respecter l'environnement du castor, eh bien, eux, ils décident de détruire ça. Ils ne respectent pas la vie du castor. Les lois, les normes, les conventions reflètent les intérêts privés. Et c'est pour ça qu'ils croient qu'ils ont le droit de détruire les castors, c'est-à-dire nous. Tous ces problèmes nous ont conduits jusqu'ici. Et nous avons fait plusieurs activités. Alors, d'une certaine façon, il faut quand même respecter les problèmes, parce que sans les problèmes, nous ne travaillerons pas. Mais il y a beaucoup à faire. Bien sûr, il faut trouver des solutions, mais telle est la réalité dans laquelle nous vivons. Tel est le monde dans lequel nous vivons. Merci. Well, looking at the time, I think we perhaps... Je regarde là. Et on pourrait remercier Auvrier et Steven et on va faire une demi-heure de réflexion sur ce qu'on a fait aujourd'hui concernant hier aussi. Je voulais juste mentionner deux choses. Établir le contexte aussi. Il y a le grand enjeu de l'éthique, de la recherche et quelle sorte de protocole on a soulevé plus tôt. Jusqu'ici, les gens qui ont été impliqués dans le protocole, on est rendu avec une certaine compréhension de ce qu'on apporte à l'agenda motivé par la communauté avec ce que Cicada peut faire. Et il y a cette question de communauté est assez compliquée. Et il ne faut pas le prendre pour acquis, mais la communauté est très importante. Et dans Cicada, nous sommes en sorte de communauté. Nous sommes un collectif avec un projet de vie qui intercoupe les projets de nos partenaires. Et ce qui nous rend comme une communauté, c'est jusqu'où nous avons forgé un projet collectif. Et voici quelque chose qui est ancré dans ce que les gens
on appelle la recherche de militants ou on appelle ça la recherche participatoire. Il y en a d'autres qui l'appellent l'anthropologie engagée, une anthropologie d'engagement. Donc, voici l'encadrement, l'approche d'encadrement. Nous ne l'avons pas formalisé dans un document écrit. Peut-être qu'il y aurait de la valeur à le faire ainsi. La préférence dans ces questions est de formuler quelque chose à un niveau de principe de constitution plutôt que quelque chose qui est plus dans l'esprit de la loi prescriptive ou documentée. Ça nous rend dans toutes sortes d'argumentations. On aura un ensemble de principes de valeur. C'est une question d'avoir de la clarté. Est-ce que nous sommes des opposants à l'extraction? Est-ce qu'on s'oppose aux mines? On est anti-mine. Et la réponse à cette question est relative à la situation. Je suggérerais qu'il y a une partie de notre communauté consensuelle ici qui repose sur une conviction partagée qu'une croissance non limitée dans un modèle néolibéral qui mène vers l'érosion progressive d'un territoire autochtone ou indigène est une mauvaise chose. C'est une chose à laquelle il faut résister. Donc, oui, il y a un esprit anti-extractiviste dans ce groupe. Mais, dans des circonstances plus particulières, de toute une variété d'approches ont été prises. Et une partie de l'histoire de l'évolution de Cicada et avant Cicada, il y avait une relation accidentelle et avec les relations entre les Cris du nord du Québec et les Mayas du Guatemala. Ils avaient tous les deux la chance ou la malchance d'avoir des dépôts d'or assez considérables sur leur territoire. J'ai travaillé à OMNJ à l'époque avec Monica et d'autres sur la réserve de la biodiversité que Monica discutait plus tôt et 30 000 à l'ouest ou à l'est, ou plutôt à l'est, se trouvait un dépôt d'or. Donc, la Première Nation Cri d'OMNJ négociait d'un part avec Goldcorp une entente de collaboration qui nous a mené à un projet conjoint avec des difficultés. Je ne parlerai pas des problèmes, mais avec la carte que Monica a montrée, on avait un dépôt d'or très intéressant sur les thèmes commerciaux, sur la réserve de biodiversité. Et la même Première Nation disait à un autre grand producteur d'or, IAMGOLD, non, il n'y en a pas question, pas ici, qui était assez mêlant pour les gens dans l'industrie qui trouvaient qu'ils pensaient qu'ils se faisaient manipuler pour un meilleur marché, une meilleure entente, que la communauté n'était pas sincère, c'était juste une tactique de marchandage.
qu'il voulait vraiment les laisser passer. C'est juste une indication du registre simpliste où ces choses se déroulent. Est-ce que la communauté est anti ou pro-mine? Elle ne peut pas être les deux à la fois. Oui, ça peut exister, ça dépend des circonstances. Et une partie des circonstances de la nation Cree, plus largement, des 10 communautés fédérées, et qu'ils avaient un programme de plus de 40 ans, des ententes d'éducation et des ententes pour le développement des ressources. Ils ont développé les organismes les plus puissants et un des systèmes les plus globaux de contrôle indigène sur le territoire dans un contexte canadien. Donc, ils prenaient des décisions quant au niveau, au volume d'extraction ou de développement industriel qu'ils vont accepter sur le territoire et à quel point qu'on ne l'accepte plus. Et ce n'est pas anti-mine, ce n'est pas anti-développement, mais la balance, l'équilibre est trouvé d'une façon très différente qu'on voit qu'on voit dans le mainstream canadien ou québécois. On voit que les gens de Wemindji étaient dérangés par CTV, un des grands réseaux de télévision au Canada. Il y avait un documentaire de CTV sur cette mine d'or à Guatemala. Il se demandait pourquoi les gens se faisaient piétiner les droits, les gens se faisaient emprisonner et tirer, et on négociait avec qui? Et le chef de la communauté a insisté que je vais regarder. Je veux voir qu'est-ce qu'ils font à Guatemala. Le chef de la communauté de Wemindji, donc c'était la première relation entre les Cris et la communauté Maya de San Miguel, Mixtehuacan, et des autres autour de la mine. Et il y a eu quelques bémols aussi. On a fait quelques erreurs. Karine faisait partie du groupe que nous avons consulté après que Rodney m'a invité de l'accompagner, juste parce que j'étais le seul gars qui connaissait, qui parlait assez d'espagnol pour aider avec le voyage. Et je savais que je n'étais pas expert à Guatemala. Donc, j'ai contacté Karine et un collègue de Monica. Concordia, on a fait ce voyage. J'aimerais aussi répéter, j'aimerais détailler les erreurs stratégiques et politiques que nous avons faites aussi, mais en gros, on se trouvait devant un choix difficile, un choix éthique. J'ai tiré l'anecdote un peu trop, mais c'est ici pour illustrer où on se place avec l'éthique aussi. Qui est la communauté? Qui fait partie de notre communauté? Et Goldcorp avait contourné l'autorité municipale. Ce sont ils ont avancé ou ils ont subverti les gens. Donc, les autorités étaient pro-mine, mais 40% de la communauté était anti-mine. Et ce n'est pas une décision qu'on a prise tout seul, mais on l'a discuté avec Rodney. Et Rodney trouvait qu'il fallait soutenir la résistance dans ce cas. Il y a une municipalité qui a été un conseil municipal élu avec beaucoup d'argent de Goldcorp
Goldcorp a donné beaucoup de gestes, une route asphaltée aussi, et soutenait des cultivateurs de café. Ils ont bâti une clinique dans le village. Il y avait un problème d'embauche parce que le gouvernement de Guatemala ne tenait pas sa part du marché. Il y avait une garderie, une école, il y avait une constellation de belles choses, de cadeaux symboliques qui ont aidé à gagner une majorité de cette population, mais on a rencontré du monde qui se faisait tirer, dont la famille a été terrorisée, il y avait des tentatives d'enlèvement aussi, et il y a des gens dont le bétail était mort par la contamination et à cause des résidus de la mine, des gens qui sont morts des maladies affreuses, aussi des gens dont la maison a été fendue par l'activité sismique souterraine. Donc, et ils pouvaient dire, oh, ben la communauté a voté pour l'accepter, donc ça passe. On devrait faire un partenariat avec le gouvernement municipal, pas contre la résistance. Donc, dans ce cas, voici le choix que nous avons pris. Et je trouve que ce serait naïf de penser, qu'il y a un genre de solidarité dans une communauté homogène. Et aussi, ce sera naïf de penser comme nous, en tant que communauté de recherche et partenariat entre les chercheurs et les populations indigènes, il faut faire des choix. Il faut se tenir debout des fois, prendre position pour travailler. On a une allégeance vers la vérité et on va faire une différence dans le monde. Et il faut avoir du jugement pour dire quelles sont les bonnes décisions, avec qui on est prêt à investir et d'accepter qui est prêt à investir en nous et à quel niveau. Voici une tentative de répondre aux questions de l'éthique de recherche. Et j'aimerais continuer ainsi. Mais nous avons d'autres choses plus pratiques à considérer. Pour répondre à un autre défi qui a été posé plus tôt aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons livrer en termes concrets? Et de façon réaliste, qu'est-ce que la participation avec Cicada, qu'est-ce que ça pourrait faire pour les partenaires indigènes? Il y a certaines choses qui ont été suggérées. À un niveau, il y a la valeur de l'échange d'expériences que nous partageons. Lors d'une telle réunion, une conférence, un congrès que nous avons eu en octobre. Est-ce que c'est assez? Probablement que non. Je devine que ce n'est pas assez pour faire revenir des partenaires indigènes d'un événement à l'autre. Mais il y a plusieurs partenaires indigènes qui ont exprimé la valeur pour eux de penser à leur situation, des perspectives différentes qu'ils ont gagnées en écoutant les situations des autres partenaires indigènes. Mais si c'était seulement ça, on n'arriverait pas aux attentes. Donc, la prochaine question, c'est quelles sont les sortes de projets concertés et quels sont les agendas qu'on pourrait développer. Et nous avons demandé, et je pourrais le répéter d'une autre façon, comme une demande générale, que tout partenaire général indigène qui est impliqué dans un projet
une déclaration générale. Donnez-nous un paragraphe, un titre du projet pour dire quel est ce projet et envoyez-le au meneur de thème aussi pour voir un des axes et un des représentants régionaux. Si c'est pertinent au Canada, c'est pertinent à l'Afrique de l'Est. Comme ça, on pourrait avoir un inventaire complet d'ici la fin de la réunion. Un inventaire complet de ces projets. Et je dirais que ces projets tombent dans 3 catégories pour l'étape de développement. Nous avons des projets existants que nous devons décrire au conseil financement pour qu'ils soient conscients qu'on est un groupe actif impliqué dans beaucoup de choses intéressantes. Il y a des projets on a fait une demande, il y a des projets qui sont en planification où on a fait des demandes à des sources diverses dont il faut connaître les détails. Il y a aussi des projets que vous aimeriez voir réalisés, des projets à arranger, quand nous pouvons bâtir où nous pouvons ajouter notre demande de financement aux agences de Québec et aussi aux autres donateurs potentiels. Il y a beaucoup de gens ici dans la salle avec plein de connexions différentes et des ensembles de personnes d'autres groupes de personnes ont développé des idées pour développer des applications pour le financement. Notre réussite avec l'Agence du Québec dépend de leur montrer qu'on a un agenda pour des projets qui iront vers notre vision collective, notre projet communautaire. Aussi, nous devons réfléchir. J'aime comment ça a été formulé par la discussion sur la cartographie communautaire. On parle des besoins et des blocages aussi. Et pour nos capacités aussi. Comment est-ce que nos expertises se présentent? Il faut être réaliste et il faut avoir donné nos commentaires pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est bien d'avoir une liste de souhaits, mais il faut voir on a combien de Stephen qu'on peut envoyer à combien de partenaires. On en a un maintenant. Est-ce qu'il y a des moyens de multiplier les Stephen par le financement ou le recrutement des étudiants des étudiants en 2e ou 3e cycle? Si nous avons des besoins généraux pour lesquels il faut trouver une solution, il faut trouver une solution. C'est vrai pour la vidéo et pour les cartes aussi. Et c'est plus facile à faire, comme j'ai commenté plus tôt. Plus facile à faire avec nos 2 axes méthodologiques au début de la recherche originale. Et il y a beaucoup de gens qui le savent déjà, mais je vais le répéter. L'Agence du Québec ne finance pas des projets de recherche en tant que tels. Elle finance des équipes de recherche, des réseaux et des centres de recherche pour qu'ils travaillent ensemble. Les besoins que nous avons pour communiquer entre nous, tels que les réunions, les visites, des chercheurs pour collaborer avec les partenaires sur la recherche et non la véritable recherche. Donc, voici une stratégie de la part
des agences de financement québécois qui veulent financer des équipes dynamiques qui vont chercher du financement d'autres sources. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui va maximiser ses ressources de façon plus efficace en récompensant des groupes qui ont eu de la réussite et qu'on continue à le faire et qui formulent de bons plans pour aller à des fondations, d'aller au Conseil des subventions fédérales pour obtenir encore plus de fonds. Donc, les projets dans ce cadre sont très importants. Ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Et un dernier point, comme j'ai mentionné, le recrutement des étudiants diplômés. C'est une façon qu'on peut soutenir la recherche directe parce que l'argent du Québec nous permet de donner des bourses aussi aux étudiants diplômés, des allocations. Et ça leur donne un revenu et on peut justifier un certain niveau de déplacement pour qu'ils se rendent où ils doivent aller pour travailler avec des partenaires. Alors, c'est quelque chose à considérer. Et aussi, je dirais que, ayant vu beaucoup de recherches faites dans le monde CRI depuis les dernières 4 décennies, que la meilleure valeur pour l'argent est dans la recherche des étudiants diplômés parce que vous avez des gens qui sont concentrés et dévoués au travail soutenu dans des communautés indigènes partenaires. Et si ils reçoivent un peu un revenu modeste et du soutien pour le déplacement, ils vont faire plus que n'importe quel consultant qui vous charge 150 $ à l'heure. Et je l'ai beaucoup vu. J'ai vu beaucoup de rapports qui sortent des consultants à grand prix qui sont juste du réchauffé ou des copies de recherche originale qui n'est pas si bonne parce qu'ils travaillent à l'extérieur de leur expertise, en dehors de leur expertise. Donc, le monde universitaire, académique, pourrait apporter des choses aux agendas de recherche, des qualités qui sont très difficiles à acheter sur le marché privé. Maintenant, je vais l'ouvrir à la discussion générale. Yes, Peter. Oui, Peter. Inaudible pour l'interprète. Inaudible pour l'interprète. Je pense que vous devez vous répéter. Je voulais juste dire, est-ce que ça va maintenant? Le projet est très décentralisé et ça fonctionne très bien pour conscientiser les gens des nouvelles façons de communiquer les informations et tout ça, mais j'ai entendu un message assez fort. Ovidia Rivera a dit il y a environ 1 heure sur l'académie qui est la source de beaucoup de problèmes et je me demande si le projet pourrait être confortable à examiner quand tout ça est devenu plus honnête, parce que beaucoup de personnes se plaignent et ce qui détruit les choses que les gens aiment ici, c'est ce qui est enseigné dans les universités. Et je me demande si ça fait partie de nouveau travail qui peut être considéré. Bien, il y a un contexte aux commentaires de Peter que beaucoup d'entre vous n'avez pas entendu encore et il a ce projet qu'il va mentionner sûrement demain dans ces 8 minutes ou le temps qu'on lui donne. Et
mais c'est un projet pour réformer ce qui s'appelle les disciplines orphelines dans le système universitaire. Heureusement, ou peut-être malheureusement, l'anthropologie n'est pas une des disciplines orphelines de Peter. Quelles sont-elles? L'économie et la finance, la loi, l'éthique et je pose la question parce que les communautés érudites, et ça va, mais il y a inaudible pour l'interprète. Il faut utiliser un micro. Je m'excuse. Mais bien, je disais que les soldats du colonialisme, c'est les disciplines qu'on vient de mentionner, l'économie, la finance, le juridique, et je ne pense pas qu'on a parlé d'aller à la source du projet, de ce qui nous concerne. Eh bien, on a référé au fait de se battre contre la croissance néolibérale, mais c'est il y a beaucoup dans ça. Et un gros morceau, plusieurs morceaux de ça, c'est les disciplines orphelines, bien sûr. Mais je pense que on peut prendre votre critique au sérieux et c'est quelque chose qu'on devrait rendre plus explicite. Mais moi, j'entends dans les présentations de chaque partenaire l'indication que l'empreinte de ces agents du colonialisme. Et je pense qu'un de nos défis au niveau conceptuel et au niveau pratique, c'est de faire en sorte qu'il y a des sources mondiales au niveau du problème, des sources globales du problème, de mettre ça en focus en termes de solutions locales, régionales et agendas qui, de certaines façons, nourrissent les actions qui pourront faire une différence au niveau mondial. Mais il me semble qu'en tant qu'anthropologue, ma perspective commence du bas vers le haut et sur le terrain, en fait, et commence au niveau local et régional et regarder à partir de là le système plus large. Mais, et pour moi, je pense que j'ai une idée de si les choses vont bien ou si ça va pas bien en termes de ce que je vois au niveau local et qui ont fait en sorte que la stratégie qui est différente de la vôtre et de certaines façons et pas complètement, mais où je me trouve avec mes amis autochtones et une histoire d'avoir adopté des endroits que j'adore et j'ai décidé qu'il en vaut la peine de se battre pour ça. Et donc, je pense qu'on doit choisir nos combats et il y a certaines valeurs ici, à cet endroit, qui sont sacrées et on ne peut pas compromettre ces valeurs. Et si on a 1 million de ceux-là, de ces actions, on arrive à un certain momentum. Sincère d'aller, je ne veux pas réduire ou amenuiser ce qui a été fait, mais je dis qu'il y a
la source de la maladie et ce qui n'est pas mentionné et qui n'est pas examiné ou questionné. On n'attaque pas la source du problème. Et pour continuer la métaphore des soldats de la colonisation, il faut mettre le feu aux baraques. Il faut mettre feu pour faire sauter les baraques militaires, les casernes donc militaires. Et j'espère que vous allez écrire ça, Peter, sur notre application. Vous avez une meilleure compréhension de comment faire ça que moi, je pense. Et oui. Mais vous savez, je pense qu'il y a des éléments, certainement. Gérald pourrait vous en parler. Il y a des critiques de capitalisme, de néolibéralisme dans la salle ici. On n'est pas sans perspective là-dessus. Et est-ce qu'il y a d'autres... Steven, rapidement, je sais que on arrive proche du souper, mais en ce qui a trait à l'anti-mine, les activistes anti-mine qu'on a mentionnés, je ne veux pas juste faire écho à leur frustration, mais la sursimplification de ces conflits qui ont des soit anti-mine ou soit pro-mine, mais cette notion des activistes anti-mine est une construction dangereuse qui est déployée par les proposants pour délégitimiser les gens qui ne sont pas pour la mine pour des raisons très spécifiques. Alors, ça va d'une position très particulière en réponse à une condition très particulière à ce genre de anti-mine comme priorité préexistante. Indépendamment des conditions qu'on leur propose, ils sont contre les mines. Et je suis impliqué dans les communautés des minières depuis à peu près 10 ans et j'ai entendu ça à répétition. Les gens qui sont pour les mines, qu'il y a une bande d'activistes qui sont contre les mines, qui sont radicaux, qui sont dangereux pour le développement et parce qu'ils s'opposent de manière irrationnelle, ils sont anti-mines et ils sont anti-mine pour être anti-mine, tout simplement. Et je pense que ça fonctionne comme travail clé pour avancer les projets. Alors, Colin a mentionné un documentaire CTV qui parle de Gold Core, mais l'autre partie de ça parle aussi d'un cas où le gouvernement canadien discréditait des gens qui appuyaient les communautés affectées par les mines en Guatemala et le gouvernement avait ça partout, cette rhétorique. C'était des activistes anti-mines, ils sont dangereux. Il faut que CICIS aille les surveiller. Les documents auxquels j'ai accès, c'est des gens dangereux. C'est un danger, ces personnes-là. Pour moi, quand j'entends anti-mine, je me dis, waouh, on est anti-mine, nous? Alors, quand je suis allé à Burundi, je suis pas sûr si je peux vous parler parce que vous êtes anti-mine. Et j'ai dit, je sais pas, ça m'a surpris. Je devais clarifier ma position. Je suis anti-destruction et exploitation qui est déguisée en développement. Je suis pas contre les mines. J'avais cette idée de protester tout ce qui est mine. Alors, je pense que au niveau du mouvement de résistance, c'est un facteur clé pour discréditer ces mouvements. Je dis pas qu'on fait ça, mais quand j'entends anti-mine, ça devient la première cloche qui sonne dans mon esprit. Alors, je dois clarifier. J'ai l'impression, mon point, c'était pas si on est anti-mine, mais bien, je pense que dans le travail que l'on fait, surtout quand on travaille avec les Premières Nations, les académiciens, on a une responsabilité pour amener de la bonne information et une pleine information aux communautés avec lesquelles on travaille. Pas nécessairement, peut-être que on prendra position sur quelque chose et c'est qui on est et on fera ça. Mais il y a aussi d'autres situations où on n'est pas celui qui décide, la communauté ou les Autochtones ou les autorités. Je sais que c'est un concept difficile, celui de communauté, mais les gens avec qui on travaille doivent avoir plein d'informations. On n'est pas
ceux qui prennent la décision, notre responsabilité, c'est de les aider à décider s'ils donnent le consentement ou pas. Et donc, quand je disais est-ce qu'on est anti-mine, bien, c'était juste une question de comment c'était positionné. Pour un instant, j'ai eu l'impression qu'on prenait position sur si les communautés allaient aller de l'avant ou pas. Et je voulais clarifier que, comme académiciens, nos responsabilités, c'est d'aider les décideurs en donnant les meilleures informations possibles. Et j'ai fait des échanges nord-sud entre les peuples autochtones en ce qui a trait au travail dans les mines. Et j'ai fait des vidéos où, dans ce cas-ci, les Dene allaient à Suriname pour parler de BHP Billiton, parce que BHP Billiton est supposément une super belle compagnie, mais il y a ce modèle, mine Ekati, et on déconstruisait, on expliquait ce qui arrivait vraiment. C'est la même compagnie. Les communautés dans lesquelles je travaillais, les Premières Nations dans lesquelles je travaillais à Suriname, allaient négocier. C'était leur décision. Ils allaient négocier. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire comme académicienne pour les aider, comme chercheuse? C'est de leur donner les meilleures informations possibles sur ce qui arrivait vraiment ici au Canada. Aussi des vidéos communautaires pour pas juste les deux femmes qui sont allées là, mais qu'on est allé avec des aînés, des jeunes, et on a mis ça sur vidéo. Et c'était une suggestion de la Première Nation d'aînés qu'on fasse ça. On parle à tout le monde, amener ça, ainsi que les gens qui s'en vont là-bas et montrer leur ça. Et à la fin, ils ont ouvert les yeux, ils ont vraiment compris, ils ont réalisé parce que la mine était à 80 km, il y avait des vrais impacts réels, et tout ça pour dire que juste pour un instant, j'entendais ça, et que je pense que notre rôle, c'est d'aider les gens avec qui on travaille à prendre les meilleures décisions possibles et pour donner de bonnes informations et ne pas prendre de décisions pour eux. Et je m'excuse, peut-être que je suis un peu trop controversé. On m'appelle anti-mine beaucoup dans le travail que je fais parce que je travaille avec les gens avec qui je travaille. Et ma position, c'est que je suis pro-autodétermination. Et je travaille avec les gens, je leur donne le plus d'informations possible pour qu'ils puissent décider sur ce qui est important pour eux. Alors, c'est ma position. Alors, je pense que je dis ça parce que en tout cas, je suis heureuse, peut-être que je suis heureuse d'avoir ouvert ce débat. Je suis pas certaine. OK, c'est bien. Et on va probablement avoir plus de conversations sur le souper là-dessus. Et Margaret m'a dit qu'on ne peut pas être en retard pour le restaurant aujourd'hui. Alors, on devrait clore et on va aller se diriger là-bas immédiatement. Have you talked to her before?